Sylvie, une femme de ménage de 52 ans, a été choisie comme cible d'un pari cruel par des hommes d'affaires millionnaires. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient la transformer en une dame de la haute société comme si elle n'était qu'un jouet entre leurs mains. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de provoquer la mauvaise personne. Le soir du pari venu, tous sont restés sans voix face à ce qu'elle a révélé. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Sylvie Dubois était épuisée. Pas cette fatigue qu'une nuit de sommeil suffit à effacer. Non. Une fatigue qui s'incruste dans les os, qui alourdit les jambes et fait mal au dos avant même de commencer le travail. À 52 ans, elle connaissait bien cette sensation. Il était 19 h quand Sylvie descendit du tramway dans le quartier des Arts, en plein cœur du quartier le plus chic de la ville. Elle serrait fermement contre elle son vieux sac en cuir synthétique tout en marchant jusqu'à l'entrée de service du cercle impérial. Cela faisait presque 10 ans qu'elle y travaillait. Toujours de nuit, toujours invisible. « Bonsoir Madame Dubois », la salua Gérard, l'agent de sécurité à l'entrée. « Bonsoir Gérard », répondit-elle avec un sourire fatigué. Sylvie se changea dans le vestiaire exigu qu'elle partageait avec 3 autres employés. Elle enfila son uniforme bleu marine, attacha ses cheveux en un chignon serré et chaussa ses chaussures confortables, celles qui lui permettaient de tenir debout des heures durant. Avant de sortir, elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Un message de Lucas, son petit-fils de 15 ans, « Mamie, j'ai fini mes devoirs. J'ai mangé le dîner que tu avais laissé. Bonne nuit. » Elle sourit. Lucas était sa raison de tenir. Depuis que sa fille Céline était morte 3 ans plus tôt, faute d'argent pour soigner correctement sa maladie, Sylvie avait pris en charge l'éducation du garçon. Il était brillant, studieux, rêvait d'aller à l'université, mais les rêves coûtent cher quand on est pauvre. Sylvie prit son chariot de nettoyage et entama sa tournée. D'abord les toilettes du 2e étage, ensuite les couloirs. Vers 21 h, elle montrait dans la grande salle où se tenaient d'habitude des dîners et des événements d'entreprise. Ce soir-là, il y avait une fête. Sylvie entendait déjà les éclats de rire et le tintement des verres bien avant d'ouvrir la porte du salon. Elle attendit que le serveur sorte pour entrer discrètement, poussant son chariot jusqu'à un coin reculé. La salle était décorée de fleurs luxueuses et de bougies. Une vingtaine d'hommes, tous en costume impeccable, buvaient un vin qui valait plus que le salaire mensuel de Sylvie. Elle en reconnaissait certains, de puissants entrepreneurs, PDG, investisseurs capables de décider du sort de milliers d'emplois d'un simple trait de plume. Sylvie se mit à débarrasser les tables vides en silence. Elle excellait dans l'art de se faire oublier. Pour ces hommes, elle n'était guère plus visible qu'un meuble. « Charles, tu deviens ennuyeux avec tes vieilles histoires », lança un homme aux cheveux grisonnants en riant. « On a déjà assez gagné cette année, et si on s'amusait un peu ?» Sylvie reconnut celui qui parlait, Charles de Montmirail, un investisseur connu pour ses paris audacieux et son arrogance. Elle l'avait déjà croisé, toujours entouré de flatteurs. S'amuser ? Charles leva son verre de vin, les yeux brillants d'une lueur dangereuse, celle des gens qui ont trop bu. Vous ne savez pas ce que c'est que le vrai divertissement ? Je parie sur tout. Je l'ai déjà prouvé 1000 fois. Alors, prouve-le encore, lança un autre homme. Fais un pari qu'on n'oubliera jamais. Charles balaya la salle du regard comme s'il cherchait l'inspiration. Puis ses yeux se posèrent sur Sylvie. Elle était accroupie en train de frotter une tache sur un tapis persan. Elle ne se rendit même pas compte qu'elle était observée. Cette femme, dit Charles en la désignant. Vous voyez la femme de ménage. Sylvie sentit les regards se tourner vers elle et releva lentement la tête. Tous la fixaient. Son cœur s'emballa, quelque chose clochait. Qu'est-ce qu'elle a ? Demanda un des hommes. Je parie, déclara Charles en se levant et en s'approchant de Sylvie, que je peux transformer cette femme en une dame respectable. Dans 6 mois, elle participera à des soirées comme celle-ci, habillée avec élégance, parlant correctement et parfaitement acceptée par vous tous. Un silence s'installa. Puis des rires éclatèrent, forts, cruels, résonnant dans toute la salle. C'est absurde, lança quelqu'un. Et c'est justement pour ça que c'est un pari intéressant, répondit Charles. L'argent peut tout acheter, même l'impossible. Sylvie resta figée. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que rien de bon ne sortirait de cette situation. Elle sentait la honte lui monter aux joues.
Et quel est l'enjeu? Demanda l'homme aux cheveux gris. 5 000 € à chacun de ceux qui parient contre moi, dit Charles. Si je perds, je paie. Si je gagne, chacun me doit la même somme. Des murmures s'élevèrent. Certains hommes semblaient intrigués. Et elle? Demanda quelqu'un en désignant Sylvie. On lui a demandé si elle voulait participer? Charles se tourna vers elle, affichant un sourire dénué de chaleur. Madame, dit-il d'un ton mielleux, comment vous appelez-vous? Sylvie Dubois, monsieur, répondit-elle d'une voix timide. Madame Dubois, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait changer votre vie. Sylvie serra son chiffon entre les mains. Elle avait envie de fuir, de retourner au vestiaire, de rentrer chez elle, de serrer Lucas dans ses bras et d'oublier cette soirée. Je vous offrirai 20 000 €, poursuivit Charles, si vous acceptez de participer à un petit projet. Rien d'illégal, rien de dangereux, juste une transformation. Accepteriez-vous? 20 000 €? Le chiffre résonna dans la tête de Sylvie comme une cloche. 20 000 €. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 ans. De quoi acheter les médicaments dont Lucas avait besoin. Il se plaignait de douleurs aux jambes, mais elle n'avait pas les moyens de consulter un médecin privé. De quoi payer des cours de soutien pour le lycée, de quoi offrir à son petit-fils des chances qu'elle n'avait jamais eues. Qu'est-ce que je devrais faire? Demanda-t-elle la voix tremblante. Simplement me faire confiance, répondit Charles. Vous suivrez des cours de savoir-vivre. Vous recevrez de nouveaux vêtements. Vous serez présenté à la bonne société et à la fin vous assisterez à un gala caritatif à mon bras. C'est tout. Sylvie regarda les autres hommes. Certains évitaient son regard. D'autres affichaient ce sourire qu'elle connaissait trop bien, le sourire de ceux qui se divertissent aux dépens des autres. Elle savait que tout cela était malsain. Elle savait qu'on se servait d'elle. Mais 20 000 €. J'accepte, dit Sylvie se surprenant elle-même. La salle explosa en commentaires. Charles applaudit, visiblement ravi. Excellent, c'est conclu. Le pari est lancé, 6 mois à partir d'aujourd'hui. Les hommes commencèrent à inscrire leurs noms, choisissant qui miserait contre et qui parierait en faveur. Sylvie resta là debout, son chiffon toujours à la main, avec la sensation d'avoir signé un pacte avec le diable. Lorsqu'on la libéra enfin, Sylvie retourna au vestiaire les jambes en coton. Elle se changea machinalement, attrapa son sac et sortit par l'entrée de service. Gérard remarqua son expression. Tout va bien, Madame Dubois. Oui, mentit-elle, juste un peu fatiguée. Sur le chemin du retour, dans un tramway presque vide, Sylvie regardait les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Elle ne savait pas exactement dans quoi elle venait de s'embarquer, mais une chose était claire. Ces hommes ne la voyaient pas. À leurs yeux, elle n'était rien. Une chose, une ombre. Quelqu'un d'aussi insignifiant qu'en faire une dame deviendrait une farce, un passe-temps. Sylvie Dubois était bien des choses, fatiguée, pauvre, invisible, mais elle n'était pas idiote. Et alors que le tramway glissait dans la nuit, quelque chose commença à se réveiller en elle. Ce n'était pas encore de la colère, c'était plus froid, plus calculé. S'il voulait jouer, elle jouerait. Mais peut-être, juste peut-être, que les règles ne seraient pas tout à fait celles qu'ils imaginaient. La première semaine fut la plus difficile. Sylvie dut démissionner du cercle impérial. Charles insistait sur le fait qu'elle devait se consacrer à temps plein à sa transformation. Il assurait que l'argent promis compenserait tout cela, mais c'était tout de même douloureux de quitter sa seule source de revenus. « Mamie, tu es sûre que c'est une bonne idée ?» demanda Lucas lorsqu'elle lui parla de la proposition en omettant évidemment les détails humiliants. « Ça a l'air bizarre. »« C'est une opportunité, mon chéri, » répondit Sylvie en lissant les cheveux de son petit-fils. « Ça va beaucoup nous aider. » Le lundi suivant, une voiture noire vint chercher Sylvie chez elle. Le chauffeur ne prononça pas un mot pendant tout le trajet, jusqu'à un château situé en périphérie de la ville. Là, Sylvie fut accueillie par une femme d'âge moyen prénommée Madame Chantal. « Vous devez être Sylvie, » dit Madame Chantal en la détaillant de la tête aux pieds, l'air de jauger un objet endommagé. « On a beaucoup de travail. » Madame Chantal était professeure de savoir-vivre. Dans les jours qui suivirent, Sylvie fut soumise à des cours sans fin sur la manière de s'asseoir, de marcher, de tenir un verre de vin, de saluer les bonnes personnes.
Dos droit, hurlait Madame Chantal dès que Sylvie s'affalait un peu. Une dame ne se penche pas, elle reste droite. Les cours étaient épuisants. Sylvie, habituée au travail physique, découvrit qu'être assise des heures durant en gardant une posture parfaite était une torture différente mais tout aussi éprouvante. Charles passait de temps en temps pour vérifier les progrès, toujours accompagné d'un ou deux amis, toujours lançant des commentaires qui ressemblaient à des compliments, mais qui avaient un goût amer. « Regardez-moi ça », dit-il lors d'une de ses visites. Elle sait déjà tenir une fourchette correctement, extraordinaire. Les amis riaient. Sylvie gardait un visage neutre, mais ses mains tremblaient sous la table. Après 3 semaines commencèrent les cours de vocabulaire et d'expression orale. Un professeur particulier fut engagé pour affiner la manière dont Sylvie s'exprimait. Il faut éliminer ces expressions familières, disait-il en plissant le nez. Dites je vais bien, pas le ça va. Dites je ne sais pas, pas le ch et pas. Articulez chaque mot. Sylvie obéissait, répétant les phrases jusqu'à ce que sa langue lui fasse mal. Mais le soir, une fois rentrée chez elle, elle parlait à Lucas comme toujours. C'était sa langue à elle, son identité. Elle ne permettrait pas qu'on la lui arrache complètement. Au 2e mois, Charles décida qu'il était temps de renouveler la garde-robe de Sylvie. Il l'accompagna lui-même dans une boutique de luxe du quartier des Arts. « Il nous faut un relooking complet », dit-il à la vendeuse. Une femme blonde et mince qui regarda Sylvie avec un mépris à peine dissimulé. Sylvie fut obligée d'essayer des robes hors de prix, des talons aiguilles qui lui blessaient les pieds habitués à des chaussures confortables, des bijoux lourds qui pesaient sur son cou. À chaque sortie de la cabine d'essayage, Charles et les vendeuses commentaient. « Ce bleu atténue un peu le côté sombre de son teint », dit la vendeuse. « Peut-être quelque chose de plus discret », suggéra Charles. On ne veut pas attirer trop l'attention sur ses particularités naturelles. Sylvie restait là debout, traitée comme une poupée, un objet sans âme. Elle avait envie de hurler, de fuir, mais elle pensait à Lucas, aux médicaments dont il avait besoin, aux factures qui s'accumulaient. Le véritable test arriva au 3e mois quand Charles estima que Sylvie était prête pour ses premières apparitions publiques. Il l'emmena à un dîner caritatif, la présentant comme sa protégée. « Voici Madame Dubois », dit-il à un groupe de femmes élégantes. « Je l'aide à se réintégrer dans la société après quelques années difficiles. » Les femmes sourirent de ces sourires vides et lui serrèrent la main du bout des doigts comme si elle portait une maladie contagieuse. « Comme c'est noble de ta part, Charles, » dit l'une d'elles, toujours aussi généreux. Pendant le dîner, Sylvie s'assit à la table, utilisa les bons couverts, but dans le bon verre, garda le dos bien droit, mais elle écoutait ce qui se disait autour d'elle. Elle entendait les chuchotements. « C'est le nouveau passe-temps de Charles », disait une voix à la table voisine. Un pari absurde. Il pense vraiment qu'il peut faire d'elle une des nôtres. La pauvre, répondait une autre. Elle ne se rend même pas compte quelle est la risée de tous. Sylvie continua à manger, le visage impassible. Mais chaque mot était une lame, chaque rire étouffé, un rappel de la place qu'on lui assignait dans ce monde. Les semaines suivantes furent une succession d'événements similaires. Sylvie était exhibée comme un trophée, un projet, une curiosité. Charles l'emmenait à des galeries d'art, des ventes aux enchères, des dîners, toujours à la présenter, toujours à observer les réactions, toujours satisfait quand quelqu'un la regardait avec surprise ou mépris. Mais quelque chose commença à changer. Sylvie, qui au départ ne cherchait qu'à survivre à cette épreuve, se mit à écouter vraiment. Elle retenait les noms, observait les comportements. Lors d'un dîner, elle entendit 2 hommes d'affaires discuter d'une opération douteuse impliquant des fonds publics. Lors d'un autre événement, elle assista à une conversation sur une fraude fiscale. Les gens parlaient librement devant elle parce qu'ils ne la voyaient pas comme une menace. Pour eux, Sylvie était invisible, inoffensive et c'est là qu'elle s'en souvint. C'était au 4e mois du pari. Sylvie assistait à un autre événement, cette fois un cocktail dans un hôtel de luxe. Charles discutait avec un groupe d'investisseurs et Sylvie, debout à ses côtés comme une présence silencieuse, écoutait. « Tu te rappelles cette société qu'on a rachetée en 2018, disait l'un d'eux, celle de comptabilité ? » « Ah oui, » répondit Charles en riant. « On a fait une fortune avec cette faillite. » Sylvie sentit son sang se glacer. Elle s'en souvenait parfaitement. C'était l'année où elle avait perdu son poste de chef comptable. L'entreprise où elle travaillait depuis 15 ans avait été rachetée par des investisseurs qui l'avaient démantelée en quelques mois.
Sylvie et des centaines de collègues avaient été licenciés sans préavis, sans indemnité correcte. Elle regarda Charles d'un autre œil. Était-il possible? Était-il l'un des responsables? Ce soir-là, Sylvie rentra chez elle et fouilla dans ses vieux dossiers. Elle retrouva les papiers de licenciement, les contrats, les articles de presse sur la faillite et là, en toutes lettres, Groupe Montmirail, la société de Charles. Sylvie passa la nuit entière éveillée, les papiers étalés sur la table de la cuisine. Lucas dormait dans la chambre voisine, inconscient du tumulte intérieur de sa grand-mère. Charles de Montmirail avait détruit sa vie des années plus tôt et maintenant il l'utilisait comme distraction. Mais Sylvie ne pleura pas. Elle ne cria pas. À la place, un sourire froid se dessina sur son visage. S'il voulait jouer, elle allait jouer. Et peut-être qu'elle connaissait mieux les règles que lui. À partir de ce jour-là, Sylvie commença à porter un petit enregistreur caché dans son sac. Elle commença à conserver chaque document qu'elle voyait être jeté. Elle nota les noms, les dates, les conversations. La femme invisible voyait et entendait tout et personne ne se doutait de rien. Le 5e mois du pari apporta des changements significatifs. Charles était convaincu que sa victoire était assurée. Sylvie savait déjà se comporter dans les événements de la haute société, portait des vêtements élégants avec aisance et tenait des conversations superficielles sur l'art ou la politique sans commettre de faux pas. « Tu es presque prête », lui dit Charles lors d'un déjeuner dans un restaurant luxueux. « Encore quelques semaines et le gala final aura lieu. Ce sera mon moment de gloire. » Sylvie sourit poliment comme elle avait appris à le faire, mais à l'intérieur un tout autre sourire se formait. Son petit enregistreur, dissimulé dans le sac de marque que Charles lui avait offert, captait chaque mot. Au cours des dernières semaines, Sylvie avait accumulé des preuves qui feraient jubiler n'importe quel procureur. Enregistrements de conversations sur l'évasion fiscale, documents de contrats frauduleux abandonnés dans des poubelles après des réunions, emails imprimés oubliés sur des tables qu'elle photographiait discrètement avec son téléphone. C'est Lucas qui lui avait appris à mieux s'en servir. La vie de Sylvie était devenue double. Le jour, elle était la protégée docile de Charles, toujours présente, toujours silencieuse, toujours attentive. Le soir, elle rentrait chez elle et classait méticuleusement toutes les preuves récoltées. « Mamie, pourquoi tu as tous ces papiers ?» demanda Lucas un soir, la voyant entourée de documents. « Ce ne sont que des trucs du travail, mon cœur, » mentit-elle. « Tu n'as pas à t'inquiéter. » Lucas, qui avait remarqué que sa grand-mère était plus silencieuse, plus concentrée, mais aussi plus déterminée que jamais, ne posa pas de questions. Il lui faisait confiance. C'est au cours d'une de ces nuits que Sylvie mit la main sur la pièce maîtresse du puzzle. En fouillant dans des documents jetés après une réunion entre Charles et d'autres investisseurs, elle découvrit un rapport financier détaillé. À l'intérieur, des preuves d'un système de blanchiment d'argent via des sociétés écrans et des paradis fiscaux. Sylvie n'était plus comptable, mais elle savait encore lire un bilan financier et interpréter les chiffres. C'était illégal, très illégal. Et Charles était au cœur de tout cela. Elle photographia chaque page, sauvegarda le tout dans un dossier sécurisé protégé par mot de passe et attendit. Le bon moment n'était pas encore arrivé. Pendant ce temps, les préparatifs pour le grand gala avançaient. Charles avait décidé de faire de l'événement une soirée fastueuse, une réception caritative réunissant chefs d'entreprise, hommes politiques et même quelques journalistes. Ce serait sa grande démonstration. Sylvie, preuve vivante que l'argent et le pouvoir peuvent tout modeler. Ce sera parfait, disait-il à ses amis. Imaginez la scène. Elle entrera à mon bras, vêtue comme une reine et tout le monde verra que j'avais raison. Mon pari le plus brillant. Ce que Charles ignorait, c'est que Sylvie avait prévu autre chose pour cette soirée-là. 2 semaines avant la date du gala, Sylvie fit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais osé faire. Elle prit rendez-vous avec un journaliste d'investigation. Elle avait choisi son interlocuteur avec soin, un homme réputé pour son intégrité et son courage face aux puissants. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, loin des lieux fréquentés par l'élite locale. Le journaliste, un quadragénaire nommé Marc Lefort, écouta ce que Sylvie avait à dire avec une attention croissante. « Vous avez des preuves de tout cela ?» demanda-t-il sidéré. Sylvie ouvrit son ordinateur portable, un qu'elle avait acheté avec son propre argent, pas avec celui de Charles, et lui montra les enregistrements, les documents, les photos. Marc resta silencieux un long moment, examinant les fichiers. « C'est de l'or » dit-il enfin.
Mais publier tout ça. De Montmirail est puissant. Il a des avocats redoutables. Je sais, répondit calmement Sylvie. C'est pourquoi je veux que vous attendiez la nuit du gala. Tous les investisseurs impliqués seront là. Ce sera le moment parfait. Vous voulez le faire publiquement? Sylvie, vous êtes consciente des risques? Je le suis et je suis prête. Marc accepta d'attendre. Il utiliserait ce délai pour tout vérifier et préparer un article complet. Le soir du gala, une fois les preuves révélées, il publierait tout. Les jours suivants furent tendus pour Sylvie. Elle continuait à accompagner Charles dans les événements, continuait à sourire et à faire bonne figure, mais intérieurement, elle comptait les jours. Lucas sentit la tension chez sa grand-mère. « Mamie, tu es sûre que tout va bien? Tout ira bien très bientôt, mon amour, dit Sylvie en l'enlaçant. Très bientôt. Enfin, la veille du gala arriva. Charles était euphorique. Il avait même invité plusieurs des hommes qui avaient parié contre lui pour qu'ils assistent à sa victoire. Demain soir, dit-il à Sylvie pendant le dernier essayage de sa robe, tu seras la vedette. Ma vedette, la preuve vivante que j'ai raison sur toute la ligne. Sylvie le regarda à travers le miroir. Elle vit un homme arrogant, aveuglé par son propre pouvoir, incapable d'imaginer que la femme qu'il avait choisie comme victime puisse devenir la cause de sa chute. J'ai hâte, répondit-elle. Et c'était vrai, mais pas pour les raisons qu'il croyait. Cette nuit-là, Sylvie dormit à peine. Elle révisa son plan mentalement, vérifia que toutes les preuves étaient bien organisées, confirma avec Marc qu'il serait présent à la soirée. Lucas dormait paisiblement dans la pièce voisine. Sylvie alla l'observer un moment, silencieuse. Elle faisait tout cela pour lui, pour Lucas, pour Céline disparue, pour toutes les personnes comme elle qu'on avait piétinées et humiliées par des hommes comme Charles. Demain serait le jour de la vérité. La nuit du gala arriva sous un ciel étoilé qui recouvrait la ville. L'événement se déroulait dans la salle de bal d'un hôtel historique, le même où Sylvie avait été présentée à la société pour la toute première fois, plusieurs mois plus tôt. Sylvie se préparait seule chez elle. Charles avait proposé d'envoyer une équipe de maquilleurs et de coiffeurs, mais elle avait refusé. Ce soir-là, elle voulait tout faire par elle-même. Elle enfila la robe bleu marine sophistiquée que Charles avait choisie, releva ses cheveux en un chignon élégant et mit les discrets pendentifs en perles. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit une femme différente. Non pas une femme transformée par la haute société, mais une femme renforcée par ses propres mérites. « Mamie, tu es magnifique », dit Lucas apparaissant dans l'embrasure de la porte. « Merci mon chéri », répondit Sylvie en ajustant la cravate de son petit-fils. Oui, elle avait insisté pour qu'il l'accompagne. Il méritait d'être témoin de la victoire de sa grand-mère. La voiture envoyée par Charles arriva à 19h pile. Pendant le trajet, Sylvie serrait la main de Lucas, essayant de lui transmettre une sérénité qu'elle ne ressentait pas entièrement. Son cœur battait vite, mais sa détermination, elle, était inébranlable. La salle de bal était splendide. Des lustres en cristal éclairaient l'espace, des tables décorées de fleurs exotiques remplissaient la pièce et des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Il y avait là au moins 200 personnes, des chefs d'entreprise, des politiciens, des mondains et discrètement placés parmi eux quelques journalistes dont Marc Lefort. Charles l'accueillit à l'entrée avec un sourire triomphant. « Sylvie, tu es parfaite. Absolument parfaite. » Il ne remarqua même pas Lucas à ses côtés tant il était absorbé par sa propre victoire. La première heure de la soirée se déroula comme prévu. Charles traversait la salle avec Sylvie à son bras, la présentant à tout le monde, recevant des compliments pour sa transformation réussie. Les regards sur Sylvie étaient teintés de cette étrange combinaison de condescendance et d'étonnement. « C'est extraordinaire ce que tu as accompli, Charles, » disait un entrepreneur. « Vraiment remarquable. » Sylvie souriait, saluait mais observait. Elle reconnaissait les hommes qui avaient parié contre Charles, visiblement contrariés de leur défaite imminente. Elle voyait les femmes qui la toisaient avec un mépris à peine voilé et elle voyait Marc Lefort discret près du bar, son ordinateur portable prêt à l'emploi. À 21h, comme prévu, vint l'heure du discours. Charles monta sur l'estrade installée à l'extrémité de la salle, un micro à la main, le sourire plus large que jamais. « Bonsoir à tous. » Sa voix résonna dans toute la pièce. « Merci à chacun d'entre vous d'être venu ce soir pour notre gala caritatif.
Mais avant de parler de la cause que nous soutenons, je dois vous raconter une histoire fascinante. Le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il y a 6 mois, poursuivit Charles, j'ai fait un pari avec certains amis ici présents. Un pari que beaucoup pensaient impossible. J'ai affirmé que je pouvais prendre n'importe quelle personne, quelle que soit son origine, et la transformer en quelqu'un digne de figurer parmi nous. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le résultat. Il tendit la main vers Sylvie. Madame Sylvie Dubois, je vous en prie, rejoignez-moi. Sylvie inspira profondément. Lucas lui serra la main une dernière fois avant de la lâcher. Elle marcha vers l'estrade, monta les marches et se tint à côté de Charles face à toute cette foule. Cette femme, dit Charles en la désignant comme un objet, n'était qu'une simple femme de ménage il y a 6 mois et regardez-la aujourd'hui. La preuve vivante qu'avec les bons moyens, tout le monde peut être façonné. Quelques applaudissements polis, quelques rires étouffés. Sylvie vit tout. Elle ressentit tout, mais elle resta droite. Charles continua son discours, décrivant le processus de transformation, lançant quelques plaisanteries sur les difficultés du parcours, récoltant des rires supplémentaires. Puis il commit sa dernière erreur. Et maintenant, pour confirmer définitivement ma victoire, j'aimerais demander à Madame Dubois de dire quelques mots. Voyons comment elle s'en est sortie. Il lui tendit le micro avec un sourire confiant, s'attendant à un discours bien préparé, rempli de gratitude et d'humilité. Sylvie prit le micro. Un silence total régnait. Merci, monsieur de Montmirail, commença-t-elle. La voix ferme et claire. Ces 6 derniers mois ont en effet été révélateurs. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Charles fronça les sourcils, surpris. Avant de travailler comme femme de ménage, poursuivit Sylvie, j'étais chef comptable dans une entreprise respectable. J'y ai travaillé 15 ans jusqu'au jour où des investisseurs sans scrupules ont racheté l'entreprise, l'ont démantelée et ont licencié des centaines d'employés sans indemnité. La salle commença à murmurer. Charles tenta de lui reprendre le micro, mais Sylvie recula d'un pas. Ces investisseurs appartenaient au groupe Montmirail, dit-elle en regardant Charles droit dans les yeux. Votre groupe, monsieur de Montmirail. Les murmures se transformèrent en agitation. Charles pâlit. Je vous ai reconnu dès le premier soir, dit Sylvie. Et si j'ai accepté de participer à ce pari cruel, ce n'était pas pour l'argent. C'est parce que je savais que des gens comme vous parlent trop quand ils se croient en sécurité. Et j'avais raison. Elle fit un signe de tête à Marc qui s'approcha de l'estrade avec un petit projecteur. En quelques secondes, des images apparurent sur le mur blanc derrière eux. Des documents, des transcriptions d'enregistrements, des preuves d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, de contrats illégaux, tout impliquant Charles et plusieurs hommes présents dans la salle. Le silence était désormais glacial, lourd comme le plomb. Pendant ces 6 mois, poursuivit Sylvie, sa voix résonnant dans la salle figée, alors que vous m'exhibiez comme un trophée, alors que vous vous moquiez de moi, je vous écoutais, je vous observais, je vous enregistrais. Vous m'avez rendu invisible et c'est votre plus grosse erreur. Charles voulut répondre. Mais aucun mot ne sortit. D'autres hommes se levèrent, tentant de quitter discrètement la pièce. Mais Marc avait déjà partagé les preuves avec les autorités. Sylvie aperçut 2 agents en civil se positionner près des sorties. Le véritable pari, dit-elle en fixant Charles, ce n'était pas de savoir si vous pouviez me transformer. C'était de savoir si moi j'arriverais à rendre justice après tout ce que vous avez pris à moi et à tant d'autres. Et j'ai gagné. Elle descendit de l'estrade, rejoignit Lucas qui l'attendait, les yeux humides. Ensemble, ils quittèrent la salle tandis que le chaos éclatait derrière eux. Cris, accusations, téléphones qui sonnaient, journalistes en effervescence. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Sylvie respira enfin librement. Dans les mois qui suivirent, les conséquences furent immenses. Charles de Montmirail et plusieurs de ses associés firent face à des poursuites pénales. Des investisseurs se retirèrent, des entreprises s'effondrèrent, des réputations furent réduites en miettes. L'histoire de Sylvie fit la une des journaux et devint un symbole de résistance. Avec l'argent que Charles lui avait versé et l'indemnisation obtenue après le procès, Sylvie fonda une organisation à but non lucratif dédiée aux femmes ayant perdu leur emploi à cause de faillites frauduleuses. Elle y offrait un accompagnement professionnel, un soutien juridique et surtout de la dignité. Lucas fut admis en faculté de médecine avec une bourse complète.
Son rêve devenait enfin réalité. Un après-midi de printemps, 1 an après cette fameuse soirée de gala, Sylvie se trouvait dans son petit bureau au sein de la fondation lorsqu'elle reçut une lettre. Elle venait d'une femme qu'elle avait aidée. Un mot de remerciement pour lui avoir redonné espoir. Sylvie sourit, rangea soigneusement la lettre dans un tiroir aux côtés des autres qu'elle recevait chaque semaine, puis regarda par la fenêtre. Le soleil illuminait la ville et elle se sentit en paix. Le pari était terminé, mais contrairement à ce que Charles imaginait, ce n'est pas lui qui avait gagné. C'est la femme qu'il avait choisie comme cible, celle qu'il croyait inférieure. Sylvie Dubois avait prouvé que la dignité ne s'achète pas, ne s'apprend pas dans des cours de bonne manière et ne peut être arrachée par l'humiliation. Elle avait toujours eu de la valeur. Il lui manquait seulement une chance de le prouver au monde et à elle-même. Et aujourd'hui, elle était enfin libre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas. Likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et n'oubliez jamais, la dignité ne s'achète pas. Elle naît avec nous.